Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition. Au titre de l'actualité aujourd'hui, respecter la présomption d'innocence pour protéger les libertés des citoyens. Burundi, reddition du général putschiste. France, l'UMP lance une procédure d'exclusion contre le maire de Venelle après ses propos islamophobes. États-Unis, décès du virtuose de la guitare B.B. King. Nous débutons ce journal avec le décès de la femme du ministre de la Communication Hamid Green, ce jeudi dans un accident domestique, a-t-on appris auprès de sa famille. L'enterrement a eu lieu vendredi 15 mai au cimetière de Garidi Aqouba à Alger. Plusieurs personnalités ont assisté à l'enterrement, dont Saïd Bouteflika, Mohamed Issa, Abdelmalek Sellel, Ammar Saadani, le Walid Alger Abdelkader Zour, ainsi que d'anciens ministres. Le PDG de Numidia News, Mahidine Tahkout, ainsi que tout le personnel, présente au ministre Hamid Green ainsi qu'à sa famille leurs sincères condoléances et prie Dieu d'accueillir la défunte dans son vaste paradis. Sur le plan judiciaire, le ministre du secteur et garde des Sceaux Tayeb Louh a insisté jeudi à Souk Ahras sur le respect de la présomption d'innocence pour protéger la liberté des citoyens, au cours d'une cérémonie d'installation des nouveaux présidents et procureurs généraux de la Cour de justice de Souk Ahras, Maître Tayeb Semati et Marabat Belkhir. M. Louh a estimé que la présomption d'innocence est un des fondements de l'état de droit, soulignant qu'au niveau des médias comme au sein de la justice, il faut faire preuve de responsabilité en évitant de porter des jugements sur des personnes dont les dossiers sont en justice, laquelle doit toujours voir son autorité respectée. Considérée comme un axe majeur du programme du président de la République, la réforme de la justice a débuté avec la mise en œuvre des décisions et recommandations de la Commission nationale pour la réforme de la justice, dont certaines décisions ont été concrétisées et d'autres sont en cours de l'être, a indiqué le ministre. M. Louh a également estimé que l'investissement dans la modernisation permet de résoudre définitivement la question de cessation de recherche qui ne saurait être tolérée même si elle ne concernait qu'une seule personne en Algérie. Le ministre a également assuré que la réforme de la justice se poursuivra sereinement et calmement sur l'ensemble des axes contenus dans le programme de travail du gouvernement. Le ministre a clôturé sa visite en inspectant le tribunal de Taoura, construit sur 3 étages d'une superficie de 9 550 mètres carrés et qui sera opérationnel à la fin de l'année 2015. Sur le volet sécuritaire, la Direction générale de la protection civile organisera à partir du 24 mai courant un exercice national d'intervention lors de catastrophes naturelles avec la participation de toutes les équipes et en présence d'observateurs des Nations Unies. Un exercice qui verra la participation de 10 000 éléments relevant du 44e détachement de logistique et d'intervention de la protection civile, a indiqué le chargé de la communication de la protection civile, le colonel Farouk Achour, lors d'une conférence de presse tenue par la Direction générale de la protection civile sur la participation aux opérations d'intervention et d'évacuation lors du séisme qui a frappé récemment le Népal. Les wilayas de Médéa et Djelfa ont été choisis pour abriter les opérations de simulation qui se dérouleront en présence de responsables des structures nouvellement créées aux Nations Unies dans le domaine de la gestion des catastrophes naturelles qui procéderont par la suite à une évaluation qui tend à organiser les structures de la protection civile dans différents pays afin de déterminer les pays aux compétences avérées en vue d'y recourir en cas de catastrophe dans le cadre de l'aide et assistance internationale, a précisé le colonel Achour. Au lendemain du séisme de Boumerdès en 2003, la protection civile avait adopté une nouvelle structuration à travers la création d'une section de logistique et d'intervention dans toutes les wilayas du pays, après l'avoir équipée de tentes, de caméras thermiques et de télescopes pour assurer une intervention rapide. D'autre part, le colonel Achour a présenté un exposé exhaustif sur la participation de la protection civile aux opérations d'intervention et d'évacuation au Népal, qui a été secoué récemment par un séisme dévastateur faisant plus de 8000 morts. Il est important d'adopter les constructions parasismiques dans tous les projets du bâtiment en vue de préserver les vies humaines, surtout que l'Algérie se situe dans une zone à activité sismique intense, a enfin précisé le colonel Achour qui soulignait l'expérience de la 17e intervention de la protection civile à l'étranger. Côté santé, le représentant de l'OMS en Algérie, Ba Keïta, a salué jeudi à Alger le plan national multisectoriel de lutte contre les facteurs de risque des maladies non transmissibles lors d'une journée de sensibilisation et de prévention contre l'hypertension.
Le représentant onusien a affirmé que l'Algérie est le premier pays africain à avoir adopté un plan national multisectoriel de lutte contre les MNT, saluant les efforts consentis par l'État dans ce domaine. L'OMS, a-t-il précisé, accompagne et soutient les efforts déployés par l'Algérie en matière de dépistage précoce de l'hypertension artérielle et les pathologies associées en plus de la prise en charge de l'aspect préventif. 1 milliard de personnes de par le monde sont atteintes de HTA, a fait savoir M. Keïta, lequel est revenu sur les facteurs à risque, dont le changement du mode de vie, l'obésité et la sédentarité. Quelques 9 millions de personnes meurent chaque année dans le monde à cause de la HTA, dont 80% dans les pays en voie de développement, a-t-il indiqué, soulignant au passage la nécessité de mettre en place un système de santé approprié, adopter un mode de vie sans facteur de risque, éviter la consommation d'alcool et de tabac, encourager la pratique du sport et promouvoir la sensibilisation et le dépistage précoce à travers des examens médicaux. Sur le plan international, le G5 du Sahel, créé l'an dernier, compte parmi ses membres le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Les pays du Sahel ont affiché leur volonté de faire bloc face à la menace terroriste et au trafic de migrants lors du sommet de Niamey, où Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur français, était présent. Il y a nécessité de fédérer les efforts pour apporter une réponse durable aux défis sécuritaires et migratoires qui dépassent largement la capacité des États, a affirmé M. Najim El Hadj Mohamed, le secrétaire permanent du G5 du Sahel. La mise en commun des efforts s'avère de nos jours indispensable, a acquiescé Cheikhna Seyti Diawara, le ministre malien de l'aménagement du territoire durant le sommet qui s'est tenu jeudi à Niamey. Il est heureux de constater que notre région a pris la pleine conscience de l'ampleur du fléau et qu'elle ait décidé d'agir. Le G5 du Sahel a été fondé par ses 5 membres pour lutter ensemble contre la menace terroriste dans la région, où les groupes terroristes AQMI et Boko Haram sont notamment actifs et où le niveau de développement est parmi les plus bas au monde. Le Sahel constitue également l'une des principales routes migratoires pour les migrants d'Afrique subsaharienne souhaitant se rendre en Europe. La création d'un système de communication informatisé et sécurisé permettant l'échange d'informations, clé de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a ainsi été actée jeudi à Niamey. C'est félicité Bernard Cazeneuve, venu pour l'ouverture de ce sommet régional. L'Union européenne mettait de son côté le cap sur l'établissement d'une opération navale pour lutter contre les trafiquants de migrants en Méditerranée dès la semaine prochaine, espérant arracher un feu vert de l'ONU dans la foulée. En Tunisie, au moins 4 terroristes ont été tués jeudi lors d'affrontements avec l'armée tunisienne sur un massif montagneux du centre-ouest du pays, a annoncé le ministère de la Défense tunisien, une région où les autorités tentent, depuis fin 2012, de neutraliser des groupes armés. Aucun militaire tunisien n'a été atteint lors de cette opération, laquelle se poursuit à la frontière algérienne. Le bilan de 4 terroristes tués reste cependant provisoire. Une unité militaire s'est heurtée jeudi, à l'aube, à un groupe terroriste retranché sur le mont Samama, avec un bilan provisoire de 4 tués et d'autres blessés, dans le rang des terroristes, a indiqué le ministère dans un communiqué. Cette opération se poursuit pour traquer le reste du groupe et boucler la zone, selon le document. L'armée a également saisi du matériel électronique et de la nourriture et détruit un véhicule dont se servaient les terroristes. Depuis la révolution de 2011, la Tunisie fait face à un essor de la mouvance terroriste qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de militaires, de policiers et de gendarmes. Au Burundi, après 2 jours de confusion et de violents combats entre putschistes et loyalistes, la tentative de coup d'État aura donc échoué. Les chefs des putschistes burundais ont annoncé vendredi matin leur reddition, juste avant de se faire arrêter par les forces restées loyales au président Pierre Nkurunziza. Nous avons décidé de nous rendre. J'espère qu'ils ne vont pas nous tuer, a dit le général Godefroy Niambare, chef des putschistes. Mais alors que son arrestation avait dans un premier temps été annoncée, il aurait en réalité échappé aux forces acquises à Pierre Nkurunziza, coupable selon les manifestants et les putschistes de convoiter un 3e mandat contraire à la Constitution et aux accords d'Arusha. Un haut gradé de la police, sous couvert d'anonymat, a assuré que Godefroy Niambare s'est échappé. Il aurait été vu dans le quartier de Kibenga, au sud-ouest de la capitale Bujumbura. L'officier a en revanche confirmé que les 3 autres responsables, dont Cyril Ndayirukiye, le numéro 2 du mouvement, avaient bien été arrêtés. Ils sont vivants, a-t-il ajouté. Dans une lettre adressée au chef d'État de la communauté des États d'Afrique de l'Est, en date du 11 mai, qui vient de fuiter sur les réseaux sociaux, 4 anciens présidents du Burundi, parmi eux Jean-Baptiste Bagaza, Pierre Buyoya, se disent convaincus qu'une candidature du président Pierre Nkurunziza à l'élection présidentielle de 2015 est anticonstitutionnelle et risque de compromettre les acquis de l'accord d'Arusha.
Au Népal, l'épave d'un hélicoptère militaire américain, disparu mardi avec ses 8 occupants, lors d'une opération d'aide aux rescapés des récents séismes, a été retrouvée près de la frontière chinoise, a annoncé vendredi l'armée népalaise. Elle a été repérée dans une forêt située à environ 70 km au nord-est de Katmandou, a précisé un haut responsable de l'armée népalaise. Des militaires sont parvenus à pied au site de l'accident et 2 hélicoptères ont réussi à atterrir dans cette région montagneuse après avoir dû faire face à des vents forts. 3 corps carbonisés ont été retrouvés près de l'épave, a indiqué le secrétaire d'État à la Défense. Mais le porte-parole du ministère de l'Intérieur et le général Basney ont dit ne pas pouvoir confirmer cette information. L'armée américaine avait annoncé mardi que l'hélicoptère des Marines avait disparu avec 6 d'entre eux et 2 militaires népalais à son bord. Le pays a subi mardi un nouveau séisme de magnitude 7,3 et de puissantes répliques qui ont tué 117 personnes. Des corps continuaient d'être retrouvés vendredi selon un responsable de la région de Dolakha, l'une des plus gravement touchées. En France, Robert Chardon, maire UMP de Venelle dans les Bouches-du-Rhône et vice-président de la communauté de communes du pays d'Aix-en-Provence, a fait une virulente déclaration sur Twitter dans laquelle il souhaite faire interdire l'islam en France en souhaitant être appuyé par l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Vendredi, Nicolas Sarkozy a réagi au cours d'un chat organisé avec les internautes sur Twitter. Je condamne cette proposition, même si la laïcité s'est aussi fixé des limites. Droit et limite, cela va ensemble. La laïcité, c'est la reconnaissance du droit pour chacun de vivre sa religion, a également tweeté l'ex-président de la République. Christian Estrosi, député et maire UMP de Nice et président de la commission nationale d'investiture de l'UMP, est allé plus loin. Il a indiqué qu'une procédure d'exclusion de l'UMP était en cours, jugeant ses propos intolérables. Il a précisé qu'il avait été immédiatement suspendu. Ce qu'a confirmé par la suite la vice-présidente du parti, Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai demandé qu'une procédure d'exclusion soit engagée pour des propos absurdes qui ne correspondent en aucune manière aux valeurs et aux projets de l'UMP, a-t-elle déclaré à l'AFP. On a d'abord cru à un piratage de compte, le dernier message de M. Chardon sur Twitter datant du 22 octobre 2014. Mais, dans l'après-midi, joint par Le Monde, le maire de Venelle a bel et bien confirmé être l'auteur de ces tweets radicaux. Depuis quelques mois, traité pour un cancer de la bouche, Robert Chardon avait mis un frein à son activité politique tout en conservant ses mandats. Pendant mon traitement, j'ai beaucoup réfléchi et j'en suis arrivé à cette conclusion. Il faut interdire l'islam en France, mais aussi déclencher un plan Marshall pour permettre à ceux qui veulent pratiquer la religion musulmane de le faire dans leur pays d'origine. D'autres élus UMP du pays d'Aix reconnaissent, eux, une radicalisation du maire de Venelle depuis quelques semaines. Une dérive confirmée sur le compte Facebook de M. Chardon, où la question de l'islam semble tourner à l'obsession. Toujours en France, nouveau rebondissement dans l'affaire de la vente de 2 navires de guerre Mistral qui empoisonnent depuis plusieurs mois les relations entre Moscou et Paris. Selon le journal russe Kommersant, du 15 mai, la France aurait proposé à la Russie de rembourser les 785 millions d'euros d'avance déjà perçus, à la condition que les autorités russes acceptent par écrit que les navires puissent être revendus par la France à une tierce partie. Le Kremlin chiffrerait le préjudice subi à près de 1,163 milliard d'euros et refuse tout accord pour une réexportation des navires avant que l'argent ne soit rendu, selon le quotidien économique qui cite des sources au sein du complexe militaire russe. La proposition de remboursement formulée par la France ne nous convient catégoriquement pas, ce dont le vice-premier ministre Dmitri Rogozin a informé la partie française, a dit une autre source, toujours citée par Kommersant. Ce contrat de 1,2 milliard d'euros pour les chantiers de Saint-Nazaire, négocié depuis 2008 et signé en 2011 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, est devenu un horrible casse-tête diplomatique au déclenchement de la crise en Ukraine. Le président Vladimir Poutine avait déjà laissé entendre que Moscou s'attendait à ce que les sommes engagées soient retournées en cas de rupture de contrat. Le premier de ces navires, le Vladivostok, devait être initialement remis à Moscou à la mi-novembre 2014, mais il est toujours au port de Saint-Nazaire, tout comme le second navire, le Sébastopol. Ces navires de guerre polyvalents peuvent transporter des hélicoptères, des chars ou des chalons de débarquement et sont en mesure d'accueillir un état-major embarqué ou un hôpital. Au Mexique, l'ancien chef d'une milice d'autodéfense mexicaine, Enrique Hernandez, candidat de gauche à des élections locales, a été assassiné jeudi soir en pleine campagne électorale. Candidat du parti de gauche Morena à la mairie Yorecuaro, il a été tué par balle en plein centre-ville depuis un véhicule en mouvement. 3 personnes,
dont l'épouse du candidat, ont été blessés dans l'attaque, a précisé le bureau du procureur dans un communiqué. Enrique Hernandez était l'ancien leader d'un groupe d'autodéfense constitué par des paysans qui avaient pris les armes en 2013 à Yorecuaro pour protester contre les extorsions et assassinats perpétrés par les cartels de la drogue dans cette région. Son assassinat est le troisième d'un candidat aux élections locales partielles du 7 juin dans cette région, qui est l'une des plus touchées par la violence liée au trafic de drogue. Musique, avec le décès du king de la musique blues, le natif du Mississippi, B.B. King. De son vrai nom, Riley B. King, il est décédé à Las Vegas à 89 ans, a déclaré son avocat Brett Bryson à l'agence Associated Press. Il est mort paisiblement dans son sommeil chez lui jeudi soir, peu avant 22h, heure locale. Avec plus de 50 albums à son actif, il est notamment célèbre pour des tubes devenus des classiques comme 3 O'Clock Blues, The Thrill Is Gone ou Rock Me Baby, et a influencé des artistes comme George Harrison et Eric Clapton. En 2003, le magazine Rolling Stone l'avait classé 3e meilleur guitariste de tous les temps. Bibi, n'importe qui pourrait jouer des milliers de notes et ne pas pouvoir exprimer ce que tu disais en une seule. Repose en paix, a déclaré le chanteur-guitariste Lenny Kravitz en forme d'hommage sur Twitter. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur les antennes de Numidia News.